site internet euh, et un petit peu tout ce qui traite, tout ce qui est l'aspect écrit. Je suis principalement concentré sur LinkedIn, qui est quand même mon principal réseau où je fais les publications, et sur les sites internet des clients. C'est vraiment les deux secteurs que je travaille le plus et où j'ai plus de compétences là-dessus, que j'aime bien travailler dessus, parce que je trouve que ces deux réseaux sont plus intéressants à mon sens. Et puis je lance aussi un petit format d'accompagnement aussi pour les entrepreneurs qui ont envie de mettre en place des mesures plus éthiques, que ce soit avec des outils numériques ou avec comment s'impliquer en fait dans l'impact positif, et tout simplement aussi avoir des conseils sur comment se lancer en tant que freelance et travailleur, et j'allais dire travailleur autonome, mais ça c'est au Canada, et et du coup ouais, c'est ça, Comme auto-entrepreneur indépendant. indépendant, c'est ça, ouais, je parle. Ok, super, super, ben, merci beaucoup. Alors, oui, je vais vous présenter maintenant le déroulé de ce live. Donc, je vais poser quelques questions à Romain sur le thème. Donc, je le rappelle comme ça pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Donc, c'est comment mettre en avant l'éthique dans mon activité grâce à la rédaction de contenu. Une fois cette phase un peu, je l'appelle le mode interview passée, donc on prendra les questions des participants qui sont avec nous. Euh, alors, moi, ma première question, Romain, c'était finalement, si je veux créer du contenu, enfin rédiger du contenu, en tout cas dans mon activité éthique, par quoi est-ce que je commence? Bah, première chose à contenu, c'est moi ce que j'ai dit toujours, c'est la régularité à mettre en place. Ça, c'est se mettre vraiment un calendrier éditorial de publication. Pour moi, c'est vraiment la première chose, c'est inhérent à n'importe quel type de communication. Après, si on veut être éthique, pour mettre en place des choses plus éthiques, bah, il faut se tourner vers des outils plus éthiques. Alors, comme je disais, j'en ai partagé un petit peu la semaine dernière, tu as plusieurs outils qui sont disponibles en fonction des budgets. Tu as pas mal de choses que tu peux Tu faire. l'as partagé sur ton profil LinkedIn, hein, Sur mon c'est ça, je profil crois. LinkedIn, ouais, j'ai fait une Ouais. publication justement avec 9 choses qu'on pouvait faire. Trois qui étaient, trois qui étaient plutôt gratuites, qu'on peut faire sans aucun budget, trois qui demandent un petit peu d'investissement et trois autres qui demandent un peu plus d'investissement. Parce qu'en fonction, tout le monde, je trouvais que c'était intéressant comme thématique, parce qu'il y a pas mal de gens qui posent la question comment on peut faire pour être plus éthique dans son activité. Et il y a plein de choses qu'on peut faire gratuitement. Typiquement, tu changes ton fournisseur d'énergie. Ça, c'est quelque chose qui est gratuit parce que tu vas payer la même somme. Donc, techniquement, tu ne vas pas payer plus ni moins, ou peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, mais c'est quelque chose que tu vas forcément payer parce que tu as besoin de ton énergie, tu as besoin d'avoir Internet, tu as besoin d'avoir l'électricité pour travailler. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Il y a des trucs un petit peu plus simples, un petit peu un petit peu plus naturels qui arrivent maintenant. C'est par exemple faire ses lunchbox, faire ses repas soi-même, pas acheter des trucs tout faits. Ça, c'est des choses qui sont un peu plus éthiques à mettre en place. Ok. Là, on parle plutôt de l'aspect engagement, on va dire personnel, dans Voilà, son c'est mode ça. de vie, ses habitudes. Et au niveau justement d'une activité éthique, par exemple, au-delà d'utiliser des bons outils, d'utiliser justement de mettre en place un calendrier éditorial, ça peut être quoi les autres étapes pour bien démarrer? Bah, pour bien démarrer, moi je pense qu'il faut toujours être entouré des bonnes personnes. C'est vraiment chercher des personnes qui ont envie de s'impliquer aussi dans cette même optique, qui sont vraiment dans l'impact positif, pour essayer de travailler le maximum avec eux. Parce que justement, tu vas avoir des contacts qui vont être dans l'impact positif, du coup tu vas avoir des contrats avec l'impact positif, et du coup tu vas mettre en place de façon naturelle éthique. Parce qu'en travaillant avec des gens éthiques, forcément, déjà t'auras une meilleure conscience de ton travail, et tu seras vraiment content en fait de respecter tes valeurs, et ça sera ça qui va te permettre en fait de te lancer vraiment, c'est d'être entouré des bonnes personnes, parce que tout seul c'est extrêmement compliqué de mettre en place des valeurs éthiques, parce que on peut le dire, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais personne n'arrive à le faire tout seul, parce que c'est compliqué, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément plein de gens qui sont c'est pas, des gens qui n'ont pas forcément les plus gros moyens, c'est pas les grosses entreprises. Euh, du coup, je pense que c'est vraiment super intéressant de se créer un réseau, vraiment se créer un réseau éthique pour vraiment pouvoir s'entraider, se soutenir et puis se partager en fait les opportunités dans ce domaine. Ok. Est-ce que tu as des exemples de réseaux, par exemple, qui peuvent être intéressants
pour que, Moi, à je te dis rejoindre pas, pour les entrepreneurs éthiques? pas forcément des réseaux en tant que réseau, mais surtout des communautés. Quand je dis réseau, c'est vraiment un Hmm. grand mot. C'est surtout être entouré de personnes en fait qui sont éthiques. Moi, je dis, j'ai Hmm. pas forcément de réseau. J'ai quelques petits groupes, des sous-groupes où on est des petits collectifs ou des petits trucs qu'on est en train de monter. Il y en a, il s'appelle Freelance Engagé, dans lequel je pense qu'on est une dizaine de personnes parce qu'ils veulent que ça soit ouvert à pas beaucoup, le temps que le processus soit structuré, qu'il soit lancé et qu'on fasse vraiment des choses concrètes. Il y a We Act for Earth aussi, qui s'est lancé, avec qui j'ai discuté, je ne sais pas trop encore ce qu'ils font exactement, mais bon, on est en train de discuter justement pour ça. Mais c'est surtout, en fait, moi, ce que j'ai fait, je prends mon exemple, c'est que je me suis mis à contacter un maximum de personnes qui sont dans l'impact positif, pour que même si on n'est pas relié par un réseau ou une structure, au moins on est connecté et on peut discuter, on peut échanger, on peut s'apporter mutuellement pas mal de choses sur nos différents aspects, que ce soit des compétences, des expériences ou même des idées ou des outils à utiliser ou des choses à faire ou des personnes à contacter. C'est hyper important. Moi, pour prendre un exemple concret, j'avais contacté une personne qui a un impact positif. J'en ai une seconde qui m'a contacté après pour savoir si on pouvait travailler ensemble sur un projet. Euh, Hmm. donc c'est vraiment Ouais, ça, je pense, qui est ça crée important. des. Ça crée un Ouais. réseau. Je pense que le plus important, c'est de créer un réseau d'impact positif. Moi, j'ai fait un nettoyage de mon profil pour avoir quasiment 90% des gens qui sont en impact positif. Hmm. Ce qui reste, c'est soit des amis ou de la famille, Ok. ou des anciens collègues. Voilà. Ok. En complément à ce que tu dis, ça peut être, je pense aussi intéressant de rejoindre un réseau justement d'entrepreneurs éthiques, mais plus, on va dire, formel, entre guillemets, ou institutionnel. Je peux prendre, par exemple, là où je suis, j'habite Bordeaux. Il y a j'ai rejoint récemment le club des entrepreneurs éco-responsables de Gironde, où justement, c'est une association où il y a cette envie d'aller vers des entreprises à impact positif, de créer de l'activité durable, etc. Et donc, je pense que c'est des approches en fait complémentaires, mais en tout cas, c'est clair que savoir s'entourer, qu'on soit entrepreneur éthique ou pas, entrepreneur au sens large, c'est peut-être la première pierre, en tout cas, d'un projet réussi, quoi. Et pour moi, c'est une C'est continuité en important. même temps, parce que là, tu mets en avant le côté, côté réseautage, en même temps le côté local. Parce que pour moi, Oui. je pense que c'est hyper important. Moi, j'en parle pas beaucoup parce que là où je suis, malheureusement, au niveau local, bah, il y a des initiatives, mais c'est assez compliqué de s'impliquer parce que au niveau des dessertes, au niveau des transports, c'est pas vraiment bien fait. Et vu que moi, j'utilise pas la Hmm. voiture, c'est un peu compliqué, D'accord. malheureusement. Mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super intéressant de s'impliquer dans le local autour de chez soi. Si c'est possible, c'est encore mieux, quoi. Hmm. Les circuits courts, Totalement. c'est important. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ensuite, je voulais te poser la question en préparant un petit peu le live. Tu m'avais parlé de l'importance de l'histoire aussi Ouais. d'une entreprise et comment finalement ça peut être aussi une pierre très importante dans la rédaction de contenu qu'elle peut mettre en place. Est-ce que tu peux nous en dire Bah, un peu là-dessus? ouais, moi, c'est quelque chose qui est hyper important parce que moi, comme je dis, je suis un passionné d'écriture et le storytelling et le branding, c'est un petit peu mon cœur de métier aussi. C'est un petit peu ce que j'aime faire et que je trouve vraiment intéressant. Et à la fois, c'est quelque chose qui est hyper important à mes yeux parce que quand une entreprise, en fait, le plus compliqué quand tu vas prendre un client, c'est de le séduire la première fois. Mais une fois que tu l'as séduit la première fois, bah, il va acheter tout ce que tu fais parce qu'il va adorer ton histoire, il va adorer comment tu parlais, il va adorer le produit. Si tu l'as bien présenté, si c'est un produit de qualité, il va revenir de lui-même. Et ça, il le fait grâce à l'histoire que tu as construite, en fait, de la relation de confiance qui s'est créée grâce à son histoire. Les grandes marques connues, on peut citer comme Apple, ils sont construits grâce à leur branding, grâce à leur histoire, grâce à ce qu'ils ont créé, en fait, leurs produits. Ce n'est pas forcément les produits les meilleurs du monde, ce sont loin d'être techniquement les meilleurs du monde. Mais ils ont créé Mm. une histoire, ils ont créé une accroche avec les gens, et les gens adorent et ils reviennent. Euh, pour moi, c'est Et, ça qui montre la force de l'histoire, quoi. ok. Et du coup, comment est-ce que toi, tu fais pour finalement faire jaillir un petit peu ces premiers jalons dans l'histoire, pour raconter l'histoire d'une entreprise éthique, par exemple d'un client que tu as?
comment est-ce que toi, tu t'y prends? Ce qui est intéressant à faire et ce qui est vraiment super important, c'est d'avoir une discussion vraiment poussée avec la personne pour savoir comment il en est arrivé là, quels sont ses échecs, qu'est-ce qui lui a poussé à monter ce truc-là, pourquoi il le fait, comment il l'a fait. Et toutes ces questions-là, une fois qu'elles sont répondues, bah là, tu vas voir l'histoire. Parce que franchement, ce qu'on oublie beaucoup en France, c'est que les échecs, c'est ça qui forge vraiment des réussites. Et Hmm. justement, les échecs, ça permet de créer des super histoires parce que ça montre le côté humain de la personne. Ça montre que la personne, bah, elle n'est pas arrivée tout de suite, elle a pas réussi d'un coup, tout lui est pas arrivé comme ça dans la main, elle n'a pas eu une cuillère en argent dans la bouche, quoi. Elle a vraiment galéré, elle a eu ça, elle a eu ça, elle fait ça pour telle valeur parce qu'elle croit en elle, elle croit en son produit, elle croit en les valeurs qu'elle défend. Et ça fait un lien émotionnel avec les personnes. Et c'est ça que les gens ils cherchent parce qu'ils veulent vraiment avoir plus qu'un produit, ils veulent vraiment avoir quelque chose qui va leur apporter de la valeur, quelque chose qui va leur apporter un lien avec la personne. Parce que ça va créer une confiance, tout simplement. Hmm. Et tu as justement très bonne transition sur ma prochaine question. En fait, pourquoi et comment finalement créer du contenu, en tout cas rédiger du contenu qui met en avant ces valeurs, en fait, ces valeurs importantes de son entreprise éthique. Ça, c'est on va faire une transition en fait avec la stratégie marketing. Tu as deux stratégies, tu as l'outbound marketing et l'inbound marketing. Donc l'outbound pour faire, c'est que tu vas chercher le client, et l'inbound, bah, c'est le client qui vient à toi. Et la stratégie de contenu, bah, c'est l'inbound marketing justement. C'est grâce à ce que tu fais, grâce à la qualité de tes productions que les gens vont venir vers toi. Et ça va en lien avec l'histoire en fait. C'est ça qu'il faut mettre en valeur parce que faut mettre en valeur ton produit, dire ce que tu fais, mais aussi créer ton histoire et tes valeurs. Le client, il y aura tout ce qu'il sait, il va voir. Ton produit, il est bon. Euh, il y a un lien de confiance qui va se créer avec toi parce qu'il voit qu'il produit tout le temps. Donc c'est quelqu'un qui est régulier. C'est pas quelqu'un qui s'inquiète. Ça veut dire que Hmm. c'est quelqu'un qui est sérieux. Il va voir quelqu'un qui a une bonne histoire. Il a quelque chose qu'il y a derrière. C'est pas des robots. C'est pas un truc digital totalement dématérialisé avec un mec qui fait son truc en automatique. Et à ces Hmm. trois trucs liés, bah, ça va donner envie en fait de travailler avec la personne. Parce que les gens, ils voient qu'il y a des gens, il y a des interactions, il y a un lien, il y a quelque chose qui se crée derrière. Il n'y a pas juste une entreprise X qui vend un produit Y à un client Z, quoi. Voilà, il y a vraiment quelque chose de derrière, il y a vraiment quelque chose d'humain. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent revenir à ce côté humain. En tout cas, moi, c'est les retours que j'ai beaucoup. Des personnes qui ont envie de trouver une entreprise plus éthique, plus humaine. Euh, et c'est par ce genre de projet que tu le fais, c'est en la création de contenu, parce que justement, c'est comme ça que tu peux montrer qui t'es, et tu peux parler de ton produit, tu peux parler de ton actualité, de tes réussites, de tes... Et c'est là que les gens ils vont envie de te suivre, en fait, parce que les gens aiment bien les histoires. Tout le monde adore les histoires. Quand tu vas Hmm. au cinéma, si tu y vas parce que tu as une belle histoire. Tu regardes une série, c'est parce que tu as une histoire qui te captive. C'est pour ça que tu regardes 20 épisodes de ta série d'affilée, parce que l'histoire t'a captivé. Hmm. Un stratégie de contenu, c'est pareil. Bonne Ok. histoire, tu continues, et puis être régulier sur tes horaires, sur tes publications. Ça, c'est t'as, t'as tout ce Et, qu'il faut pour réussir. ouais, et justement sur cette fréquence de publication, parce qu'on peut se dire, tu vois, enfin, je sais pas si c'est un débat qui est immense ou pas, mais sur quelle serait un peu la bonne fréquence de publication ou est-ce qu'il faut publier beaucoup de contenu, peu de contenu, mais de très bonne qualité? Ouais. C'est quoi un peu ta vision là-dessus? Moi, ça dépend. Ça dépend de plein d'éléments. Déjà, ça dépend du média que tu veux utiliser. Il y a des médias qui sont plus adeptes qui sont plus faits pour le contenu quotidien. Les stories, par exemple, sur Instagram ou sur Facebook, si tu utilises ces médias-là, les stories, c'est fait pour être de façon quotidienne, parce que c'est des contenus courts qui sont éphémères. C'est fait pour être fait tous les jours. Hmm. Après, publication de contenu sur d'autres réseaux, sur Twitter, par exemple, pareil, c'est tous les jours. Tu peux publier tous les jours sur Twitter parce que c'est des petits contenus rapides à faire. Stratégie que moi j'applique par exemple sur ces médias-là. Après sur LinkedIn, il y a plusieurs débats. Est-ce que tous les jours, je pense que c'est beaucoup. Il y en a qui le font. Je pense que ça peut être intéressant de le faire sur une période précise, par exemple 30 jours. Sur un mois, publier tous les jours sur 30 jours pour avoir des résultats, pour booster en fait ta visibilité. Ça peut être hyper intéressant. Le faire tout le temps, je pense que je pense que déjà, c'est compliqué parce que pour avoir du contenu de qualité, LinkedIn, c'est quand même un contenu pro. Donc forcément, publier tous les jours 1300 caractères, ça devient un peu compliqué d'avoir du contenu de qualité. Il faut vraiment être un gros coffre derrière ou alors avoir beaucoup de personnes qui travaillent pour toi. Parce
que pas Hmm. beaucoup de monde ont la chance pour faire du contenu. Parce que les gens que je connais qui font des contenus tous les jours sur les gros médias, ils sont pas tout seuls. Ils sont vraiment pas D'accord. tout seuls dans leur équipe. Je pense qu'une stratégie qui est vraiment bien, c'est vraiment publier entre 2 et 4 fois par semaine, par exemple sur LinkedIn. 2, je pense que c'est le minimum si tu veux être un peu visible. Et 4, c'est vraiment bien. C'est en bonne cadence. Tu as vraiment une très bonne visibilité avec 4 contenus par semaine. Ok, et Personnellement, moi, ça je peut pense que je être suis des... entre 2 et 3. Et puis, je Ouais, trouve que ma visibilité est quand même bonne, quoi. ok. Et ça peut être des contenus, est-ce que, il faut garder, par exemple, un même type de contenu, par exemple des posts uniquement avec du texte, ou est-ce qu'il faut varier avec de la Ah, vidéo, de la photo? J'ai vu que maintenant, il y a des sortes de diaporamas de carrousel qui sont arrivés sur LinkedIn. Donc, voilà, c'est quoi un peu les bonnes pratiques? les bonnes pratiques sur LinkedIn, le carrousel, alors heureusement ou malheureusement, c'est la meilleure pratique aujourd'hui, à cause de l'algorithme de LinkedIn, grâce à l'algorithme de LinkedIn, Ouais. dépend du point de vue, c'est le meilleur parce que LinkedIn prend en compte le temps passé en fait par les personnes sur tes publications pour la visibilité. D'accord. Et ça, c'est pas anodin, c'est fait pour contrer les pods justement. Parce que LinkedIn en a marre des pods. Du coup, ils veulent contrer un peu les pods. Du coup, vu que pour les pods, bah, ceux qui connaissent pas, c'est des likes automatiques ou commentaires automatiques, mais qui donnent pas de temps en fait donné sur ta publication en visibilité. Du coup, pour contrer ça, Hmm. LinkedIn a mis le temps passé sur la publication. Donc, D'accord, faire des ok. publications où les gens ont envie de rester en fait le plus longtemps possible, donc des vidéos et des carousels. Alors bien sûr, il faut faire un carrousel de 30 pages. Je pense que les gens vont pas regarder. Et puis du coup, il faut zapper plus vite quand ils vont voir qu'il y a trop de pages. Hmm. Euh, mais c'est des bonnes pratiques. Après, moi, je pense qu'il faut tout tester, surtout quand on débute sur LinkedIn. Il faut tout tester. Moi, je teste tout le temps. Là, je me suis mis un petit peu en rythme de croisière en gardant à peu près le même horaire de publication et les mêmes jours de publication. Et je pense que c'est intéressant de garder les mêmes horaires et les mêmes jours de publication au bout d'un moment pour créer un Hmm. rendez-vous avec ton audience parce qu'ils savent que tel jour à telle heure tu vas publier, du coup ils sont plus présents parce qu'ils ont pris l'habitude. Hmm. Ce D'accord. genre de choses. Mais je pense qu'il faut vraiment tester tous les formats, tout tester, tout. Moi je sais que de temps en temps je teste, je change un petit peu les horaires des fois parce que j'ai pas eu le temps de le faire, ou simplement parce que des fois j'ai envie de changer. Les formats aussi, je teste sans images, avec des images. Parce que ce qui est important en fait, c'est pas forcément le format, c'est surtout le contenu. Pour donner un exemple concret, j'avais fait une publication qui avait pas d'image, rien du tout. Et c'est une de mes meilleures publications que j'ai jamais faites. Ok. Euh, D'accord. voilà. C'était sur C'était un thème particulier ou que tu avais abordé? C'était un thème particulier. C'était pour donner une réponse. En fait, c'était un le saviez-vous. J'avais fait pour un client. J'avais fait un le saviez-vous. Euh, je donnais une information en fait à ses clients à lui sur son activité, enfin, sur leur activité à eux de ses clients, une information concrète avec un chiffre. Voilà, et je leur demandais s'il y avait l'information ou pas, et est-ce que leur parlait l'information. D'accord. Je sais plus c'était quoi, c'était genre il y a 87% des Français qui pensent comme ça. Est-ce que vous pensez aussi la même chose? C'était assez court, c'était assez simple, mais c'était très très précis, c'était vraiment hyper ciblé pour les clients. Et je pense qu'après, le client m'a envoyé au moins 10 messages de remerciement. Il m'a dit: «Ah, c'est super comme publication.» Ouais, tu as réussi Et en fait, avec peu de matière, on va dire, à créer du contenu qui soit engageant et ouais, qui devienne très visible, quoi. ouais, parce que l'important, c'est surtout la target, en fait, d'être hyper targeté et d'avoir un contenu qui va intéresser les gens et qui va leur apporter de la valeur. C'est vraiment des choses intéressantes à apporter de la valeur et surtout solutionner un problème. Enfin, c'est les trois choses qu'il faut répondre quand tu fais une publication sur LinkedIn. J'ai essayé des trucs qui étaient juste marrants ou drôles. Ça fonctionne pas bien. Ok, Sauf si tu as une d'accord. communauté qui est engagée là-dessus, mais c'est rare. Il faut vraiment avoir une grosse communauté. Je sais que j'ai quelqu'un que je suis beaucoup qui fait ça, mais parce Ouais. qu'il y a une énorme communauté qui le suit, ça fait un moment qu'il fait ça. Hmm. Mais c'est pas ça. Du coup, Donc en fait, on est quand même sur un réseau B2B. Du coup, il faut apporter de ouais. la valeur, solutionner des problèmes, et les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps. Il faut vraiment faire des détails précis, ciblés dans son activité, dans ses publications. Hmm. Ça marche. Et est-ce que tu communiques ou avec tes clients, par exemple, est-ce que tu utilises d'autres canaux que LinkedIn ou tu as parlé Twitter Alors, si pour c'est si c'est toi? mes, si c'est mes clients à moi, une fois que c'est mes clients, j'utilise uniquement Slack. Slack?
Slack, ouais, le logiciel Slack. Je ne sais pas si tu connais Discord ou si tu connaissais Discord, c'est un petit peu la même chose en version pro. Ah, mais C'est là, tu veux dire pour échanger pour entre échanger, tes clients discuter et toi? avec eux. Ouais, ouais, c'est ça. Ah non, non, moi, ma question, c'était est-ce que tu utilises, dans le cadre de de ta mission à toi, pour eux, est-ce que tu es Ouais, sur d'autres canaux que LinkedIn? Est-ce que tu... ouais, un peu Facebook et Instagram. Twitter, j'utilise surtout, comme tu me parlais de Twitter, j'utilise surtout pour trouver des clients. Euh, D'accord. je fais pas d'activité sur Twitter, mais sinon, ouais, c'est surtout LinkedIn, hein, quand même beaucoup de LinkedIn et des sites des clients, surtout. Ouais. Hmm, ok, ça marche. Alors, on va changer un peu de thématique, on va dire, mais ça va être intéressant. Euh, Toujours je voulais intéressant. te demander, je voulais te demander quel est l'intérêt, en fait, de continuer à persévérer, même quand on n'a pas de résultat à court terme, finalement. Tout à l'heure, tu as commencé à un peu aborder le sujet, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Bah, moi, j'ai une phrase qui me revient toujours en tête quand on évoque ça, la persévérance. C'est Nelson Mandela qui disait ça. C'est cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et moi, je trouve que c'est une phrase qui est magnifique, parce que justement, c'est quand tu n'as pas de résultat. Tous ceux qui ont réussi, bah, ils n'ont pas eu de résultat, pas eu de résultat pendant des années. Tu as Steve Jobs aussi, qui est quand même un des plus grands exemples là-dedans. Steve Jobs qui s'est fait virer de sa propre boîte, qui n'a même pas fini ses études, qui s'est fait renier par ses parents adoptifs, parce que justement, il n'a pas fini ses études, qui a été malade. Et pourtant, il a toujours tenu bon, il a toujours été au bout de lui-même pour réussir, pour voir que sa vision s'accomplisse. Voilà. Hmm, Il a même une ok. super phrase dans cette optique-là, c'est seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. Et vraiment, dans l'impact positif, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Et on est fou, on sait qu'on va galérer, on sait que c'est hyper compliqué, on sait qu'on n'aura pas de résultat, mais pourtant notre mission elle est tellement belle. Pour moi, c'est un petit peu le combat de notre siècle. Je pense qu'au siècle dernier, ils se battaient pour la liberté. Nous, on se bat un petit peu pour qu'on ait une meilleure vie, pour que, justement, je dirais même pas pour l'environnement, on se bat même pour les humains, en tout cas, pour les êtres humains, pour les êtres vivants en général. Et je pense que c'est ça qui est important de retenir, c'est qu'on a une mission importante, et qu'il faut tout faire. Même si on va galérer, il faut voir plus loin que le bout de son nez, plus loin que sa propre personne, et tout donner en fait. Parce que tu sais que maintenant, si tu fais des choses bien, tu vas forcément réussir. C'est inévitable. Mais pour ça, il faut la répétition, répéter, 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 continuer, continuer. Et Et à un tester moment, d'autres approches, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. c'est ça. C'est pour ça que je dis l'inbound marketing, c'est pareil. Il faut continuer à publier, tu auras des résultats pourris. Moi, j'ai un exemple, quand j'ai commencé, j'avais même pas 10 personnes qui likaient, mais qui voyaient la publication. D'accord. Et j'ai testé Facebook, j'ai testé Instagram, j'ai testé Twitter, pendant des années, j'ai jamais eu de résultat. Mais au bout d'un moment, bah, tu as des gens, ils commencent à te voir parce que tu as été régulier, parce que tu as continué à poster, parce que tu as continué, tu as persévéré, tu te dis, ouais, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et puis tout le monde te dit, non, ça fonctionnera jamais. Puis à un moment, tu as un gars qui va te dire, tu connais pas, il va dire, oh, mais j'adore ce que tu fais. Comment tu fais pour réussir? Et Hmm. là, tu es content parce que tu te dis, waouh, c'est cool. Là, ça commence à parler. J'ai bien fait de continuer. Et c'est justement grâce à des commentaires positifs que tu as eu sur tes publications, par exemple sur LinkedIn, que tu as commencé à te dire ah ben, là, ça porte ses fruits, quoi. Ouais, c'est comme ça, des fois, tu n'as pas de résultat. Tu sais, en ce moment, ce qui est en période de vie me paraît hyper compliqué. Moi-même, j'ai plein de difficultés à surmonter. C'est incroyable, j'ai jamais eu autant de difficultés à surmonter. Euh, pourtant, j'essaie d'être toujours positif parce que c'est en gardant la positivité que tu vas avoir de la positivité à un moment donné. Dès que tu vas commencer à être négatif, bah, tout va s'écrouler, tu vas tout perdre. Tu vas plus avoir rien parce que tu vas retrouver la négativité. Même les gens, moi, j'avais des gens hyper négatifs autour de moi. Et depuis, je leur envoie tout le temps de la positivité. Même quand eux, ils m'envoient de la négativité, bah, depuis, on voit plus de négativité. J'y arrive même plus. Parce que Hmm. ça m'atteint même pas. Hmm. Ça, Ok. il faut vraiment être persévérant. Être persévérant, je pense que c'est une des plus grandes qualités avec la régularité, pour réussir. C'est compliqué, il y a Ok. des mois c'est hyper compliqué. Moi par exemple, je suis pas dans, c'est pas dans, je suis pas dans la meilleure partie du business que j'ai eu, mais,
Mais pas grave, on reste, on pose plaisir, on trouve des solutions. Moi, voilà, j'étais persévérant. J'ai vu que mon environnement ne fonctionnait pas. Pim, je suis allé me prendre une semaine autre part pour avoir un Mm. meilleur environnement de travail. Parce que quand tu vois que quelque chose ne fonctionne pas, faut persévérer, mais il faut essayer d'avoir une introspection pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne Mm. fonctionne pas? Est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est les gens avec qui tu travailles? Est-ce que c'est la méthode de fonctionnement? Est-ce que c'est le média que tu utilises? Voilà, faut tester, faut faire des introspections pour ça, il faut faire des bilans assez réguliers pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour être persévérant. Parce que sinon, si tu es persévérant, mais tu persévères dans l'erreur, et tu n'arrives pas à trouver pourquoi tu te trompes, là, c'est compliqué. Ouais. C'est assez compliqué, mais c'est des choses à faire. Faut faire des bilans toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois en fonction de soi, pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Toujours noter tout ce qu'on fait. Moi, je note tout ce que je fais. J'ai une base de données où je note tous les trucs que je trouve intéressants, tous les contenus. Et puis je pioche dedans, je vois qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, je note. Ça, ça bien, ça n'a pas bien fonctionné, pourquoi. Euh, Mm. Puis après, on teste autre chose. C'est comme ça qu'on Super. s'améliore. Mm. Et ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est au-delà de la persévérance, c'est vraiment ce côté lâcher prise et qui, dans un contexte d'entrepreneuriat avec le milieu entrepreneurial qui monte de plus en plus parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui le rejoignent et c'est très bien, hein, mais justement, il y a aussi peut-être, tu vois, on a d'un côté, moi, à chaque fois, je suis fasciné par le fait qu'il y a vraiment, enfin, on pourrait voir un peu le milieu entrepreneurial comme une polarité où il y a des entrepreneurs qui paraissent avoir réussi énormément et qui font 80, 100 heures par semaine. Et de l'autre, il y a des gens qui ne réussissent pas du tout et qui, par exemple, peut-être travaillent moins ou, tu vois, sont pas alignés dans leur activité, etc. Et moi, je crois vraiment, et à travers ton témoignage, enfin, c'est un témoignage de plus qui me conforte là-dedans, qu'en fait, il faut vraiment, euh, c'est des phases, en fait, dans la vie d'un entrepreneur, tu as une phase de persévérance, justement, de flow un peu, là où tu crées, où tu es, créatif, tu es intense dans ton activité, tu as beaucoup de choses à faire, etc. Mais il faut ces moments de lâcher prise pour effectivement, comme tu dis, avoir le recul nécessaire pour te dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, etc. Et ensuite, la résilience, donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour justement remonter enfin, si tant est qu'on pourrait dire, on est descendu quelque part, mais en gros, te réaligner et te remettre sur un chemin et ensuite renouveler la période d'intensité, etc., etc. Enfin, voilà. Ah, c'est Ça me exactement paraît ça. Tu as dit le mot résilience, ça c'est un mot qui sonne très très fort et que j'apprécie énormément parce que Mm. c'est le mot parfait avec la persévérance, la pugnacité. Euh, pour moi qui sont entrepreneurs, on parlait des entrepreneurs qui font 80 heures par semaine. Bah, l'entrepreneur il fait 80 heures par semaine parce qu'il ne veut pas faire 35 heures, parce qu'il fait 80 heures dans quelque chose qu'il aime et pas en 35 heures dans quelque chose qu'il n'aime pas. Mm. C'est quelque chose qui est compliqué à comprendre pour les gens qui sont dans le salariat, mais c'est quand parce que parce que le problème c'est que en entrepreneur, il faut que tu fasses tout toi-même. T'as personne qui va te dire ça c'est pas bien fait ou là il faut que tu fasses ça pour telle heure. Si personne te le dit, bah, personne va te le dire. C'est à toi de te gérer, de mettre des règles, de te mettre des post-it, un billboard, enfin ce que tu veux pour te dire les choses à faire. Faut être résilient, faut être organisé. Tu vas faire beaucoup plus d'heures que la normale, mais c'est pas grave parce que tu fais les choses bien. Et puis au bout d'un moment, quand tu auras réussi, bah, peut-être que tu vas faire moins d'heures parce que du coup, tu pourras déléguer des choses à d'autres personnes et t'organiser une Mm. activité et travailler en collaboration. Je pense que c'est ça à terme qui fait, c'est faire des collaborations et d'avoir des gens qui vont travailler pour toi et travailler surtout avec toi. Ce que moi, Mm. j'essaie de faire, c'est vraiment travailler avec des gens, pas pour des gens. C'est vraiment ça que j'aime bien, parce que j'aime pas travailler pour les gens. Euh, Mm. c'est pour ça que je fais ça. Mm. Et justement, très bonne transition vers la prochaine question, qui est à propos de la transparence. Finalement, pourquoi, selon toi, c'est important d'être transparent dans ta relation client, finalement? Là, pareil, meilleure citation du monde de Richie Norton, dire la vérité est la meilleure campagne marketing. Pour moi, la vérité, la transparence, l'honnêteté, c'est important. L'exemple, je crois que il y a 2 semaines, quand j'ai fait mon post où j'ai dit que je n'allais pas bien, voilà, parce que je dis que je n'allais pas bien et je savais que je n'allais pas répondre aux clients pendant 3 à 4 jours. Au final, je ne l'ai pas fait pendant 4 jours, j'ai répondu à personne.
parce que j'avais fait un malaise, du coup j'étais complètement KO complet. Et du Mm. coup, je dis, bah, je vais refaire un post sur LinkedIn. Parce que je trouve que c'est important de savoir, comme ça au moins les gens ils savent pas que je leur réponds pas parce que je les aime pas ou j'ai pas envie de leur répondre. Mais et en vrai, je leur réponds pas parce que je peux pas leur répondre. Mm. Et ça, Ok. ça crée un de confiance parce que les gens vont voir, bah, il est pas tout le temps en train de réussir. Ça se fait pas à 100% super bien dans sa vie. Il arrive à avoir des échecs, il arrive à se tromper. Et c'est là que je pense que les gens, après, ils ont encore plus envie de me suivre, en fait, et de voir, parce qu'ils voient que j'ai un énorme côté humain, parce que je partage autant des trucs positifs que je vais partager des trucs quand quand je me suis planté. J'ai voulu faire un post l'autre jour, j'en ai parlé l'autre jour avec une autre personne. Je lui ai dit, dans la même semaine, j'ai réussi à faire mon meilleur post LinkedIn et mon plus mauvais, en termes de métriques. Ok. Mm. Et Ce qui c'était est- c'est quoi les deux types en fait de posts que tu as fait? C'est exactement, c'est le même format, mais pas le même sujet. D'accord. Ok. Pas le même format, mais Intéressant. à 3 jours d'intervalle, je fais ouais, mon deuxième meilleur post sur LinkedIn, je pense, en termes de métriques. Et l'autre, je pense que c'est quasiment. Ouais, bon, là maintenant, il est remonté un petit peu, mais quand j'avais regardé, c'était mon troisième pire post de LinkedIn. Mm. D'accord. Depuis que depuis que j'ai une stratégie de publication, une vraie stratégie de publication avec un objectif. Bon, maintenant, il est revenu, je pense il est sorti de mon top 10 des plus basses publications, mais c'est quand même une plus mauvaise publication dans dans mes 10 pires publications, je pense. Sur 70-80 publications. Mm. Ok, ça marche. Merci pour ce partage. Du coup, maintenant parlons de réussite. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner environ deux, trois exemples de clients que tu as accompagnés et avec qui justement t'as eu cette réussite grâce à ton accompagnement? Bah, je vais parler de ma graphiste à moi, qui m'a fait mon logo. Qui m'a fait pas mal de visuels. Elle s'appelle Laurence Boucher et elle fait Laurence Boucher Création. Je l'ai accompagnée parce qu'elle est le côté un petit peu artiste visuel que je n'ai pas du tout. Et moi, D'accord. j'ai plutôt le côté écrit. Du coup, je lui ai fait ses écrits pour ses landing pages ou ses pages de capture en bon français québécois. Ok. Ses pages de capture c'était pour un vendredi fou, pour ses vendredis fous par exemple, donc le Black Friday. Ok. Et, j'ai fait des pages de capture et des choses, et on est en collaboration en fait assez étroite pour faire ces écrits et ces wordings. Et puis du coup, là, j'en parle parce que bon, là, on voit, tu vois, par exemple, elle fait des bijoux. Et du coup, par exemple, ça, c'est un bracelet qu'elle m'a fait. D'accord. Voilà. Ok. Parce qu'elle elle fait des objets artisanaux, en fait, elle fait de la peinture, des vêtements, et surtout, en fait, elle fait des bijoux en verre fusionné. Voilà, Hmm. c'est une entreprise locale, c'est basé à Montréal. Euh, c'est Ok. hyper cool ce qu'elle fait. Je vous invite à aller découvrir un petit peu ses créations. C'est vraiment super magnifique. Et voilà, donc on est en relation parce que du coup, elle fait ses bijoux. Donc je lui ai fait ses écrits. Et pourquoi j'en parle? Parce que je vais expliquer en fait comment utiliser Pinterest. Bon, là, on est en train de mettre en place. Elle n'a pas encore mis. Alors, j'en parle, c'est une réussite. Mais pourquoi c'est une belle réussite? Parce que Ouais. je lui ai fait découvrir comment Pinterest pour une activité visuelle, ça pouvait être fou. Parce que j'en parle, parce qu'en fait, j'ai créé un compte fictif sur Pinterest et je l'ai passé de 0 à 3000 vues en un mois pour lui montrer D'accord. à quel point c'était fort. Hmm. Et je lui Ok. ai dit, Et du coup, tu l'as accompagné dans l'adoption de ce compte, comment ouais, utiliser la plateforme. exactement, j'ai accompagné. Du coup, là, on est en train de le mettre en place. C'est pas encore officiellement sorti parce que c'est pas relié encore officiellement à son compte, mais ça va sortir sous peu parce qu'on n'a pas eu le temps encore respectivement avec nos agendas respectifs de se booker là-dessus. Mais avec le décalage horaire aussi, ça n'aide pas forcément. Oui, c'est sûr. Et, euh, et donc c'est Super. ça, c'est Ok. super réussite. Ouais, et puis du coup, ouais, son entreprise, bah, elle fonctionne de mieux en mieux, donc je suis hyper content. Alors, je sais pas les derniers chiffres, donc je vais pas dire de bêtises. Ceux que j'avais, ils datent de quand même il y a 6 mois, donc ça veut rien Hmm. dire maintenant. Mais, Ok. Mais ouais, ça fonctionne bien. Son compte, elle est présente sur Instagram principalement et sur Facebook pour l'instant. Et là, on est en train de mettre en place son Pinterest. Pour moi, c'est une grande réussite de l'avoir mis à Pinterest parce qu'il fait un truc visuel, artisanal local, avec des bijoux, des fers, peinture et tout. Et pour moi, Pinterest, c'est vraiment l'outil à utiliser pour ce type de contenu. Ok. Top.
Super. Est-ce que tu aurais un autre exemple de Ouais, personnes que tu as accompagnées? j'ai une autre personne que j'ai accompagnée. Alors là, bon, il veut pas qu'on dise donc on a collaboré ensemble parce que c'est une personne qui en fait, sur les réseaux sociaux, le monde qui fait tout lui-même en fait. Euh, il a des super valeurs, il est super engagé, mais il n'a pas envie de savoir que les gens, en fait, c'est pas lui qui fait sa communication. Donc je D'accord. ne citerai pas son nom, mais ce qui est cool, c'est qu'on a fait des campagnes de notoriété pour lui et il a fait des publications ouais, qui passaient, ses publications sur LinkedIn sont passées d'environ 2000 vues à entre 5000 et 10 000 vues D'accord. pour, Ok. des publications qui étaient basées sur sa valeur, euh, sur ses valeurs et sur son engagement, sur son activité. Ok. Et du coup, c'est quoi un peu les leviers sur lesquels toi, tu as agi pour faire ce fois, on est à fois 10, fois 5, fois 5, c'est quoi? Le levier, en fait, ce qui est simple, c'est déjà faire discuter avec le client, prendre beaucoup de temps avec lui, énormément de temps avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il passionne, quelles sont les valeurs qu'il défend, quelle image il a envie de retransmettre. Et après, qu'il me parle de ses clients, c'est quels sont ses clients, qu'est-ce qu'ils ont envie, c'est quel type de client, euh, c'est quel CSP, donc catégorie socio-professionnelle, sur quel vecteur on est d'acquisition, est-ce qu'on est sur du LinkedIn, est-ce qu'on est sur de l'emailing, est-ce qu'on est plutôt sur du Facebook, parce que le langage va être un petit peu différent, les petites applications vont être un petit peu différentes. C'est un petit peu tout ça, une discussion pour savoir vraiment bien cibler, bien targeter, qu'est-ce qui va fonctionner. Et après, ça dépend si c'est un secteur que je connais, bah, ça va être assez simple. Je sais ce qu'il faut faire. Si c'est un secteur comme là que je ne connaissais pas du tout, va falloir faire des tests. Alors là, on a mis je pense, ouais, 4 mois, je pense, 4-5 mois, à avoir quelque chose qui fonctionne vraiment. Au bout du premier mois, ça commençait à fonctionner, il y avait vraiment des résultats. Après, c'est un petit peu stagné pendant un mois et demi, 2 mois. Et au bout du troisième mois, quatrième mois, bah, c'est parti sur un rythme de croisière. Et, euh, et puis voilà, quoi. C'était parti sur un bon rythme de croisière. Et puis il y avait des vues, des gens qui te contactaient, euh, qui voulaient savoir ce qu'il faisait, qui avaient envie de travailler avec lui, qui Ouais, lui parce que proposaient des opportunités. c'est ça, ça crée des opportunités exactement. Exactement, En ça plus, crée des c'est une bonne opportunités. marketing. Hmm. C'est ça, ils ont été visibles parce qu'il n'y avait pas de stratégie de publication, donc ils ne publiaient pas, ou de temps en temps des sujets qui n'étaient pas forcément intéressants. Donc des fois, il avait des gros résultats, des fois, il n'avait pas de résultats. Bon, il arrivait à faire 5 000 des fois sur une publication, le lendemain, il fait 100 vues. Donc forcément, Ok. quand tu n'as pas de stratégie, c'est assez aléatoire. Donc des fois, tu fais un truc parce que le sujet va être hyper intéressant, tu as la bonne personne qui l'a vu, du coup, tu vas avoir faire un gros résultat. Mais tu Hmm. peux essayer 10 fois, tu n'auras jamais le même résultat, quoi. Ça s'appelle Ouais. un peu la chance, ou l'opportunité, ou ça arrive quand tu fais des publications, des fois elles cartonnent parce que la bonne personne l'a vu, du coup elle a partagé à son réseau l'a vu, ils ont aimé aussi, parce qu'ils forcément son réseau, du coup ils aiment ce qu'il aime parce que c'est la personne X à suivre. Si Hmm. tu fais une publication qui a un influenceur, un gros influenceur, un top voice de LinkedIn qui voit ta publication et qui la like, là, tu es sûr que la publication va cartonner. Ou genre une publication Hmm. que j'ai faite qui a été sélectionnée par LinkedIn pour être mise en valeur, pour être mise en lumière dans la publication de la semaine de LinkedIn, bah forcément la publication, celle-là, elle a décollé. Ouais. Hmm. C'est un Et ensemble de petites choses qui c'est des font petites choses, qu'à tu un sais moment, pas. ça crée une vague, quoi. Hmm. Et pourtant, moi, l'application qui avait été mise en valeur par LinkedIn, quand je l'ai faite, je me dis, ouais, c'est une publication, mais c'est pas ma meilleure publication à vie. Ok. Ouais. C'est des C'est choses, tu marrant. sais pas, des fois, il y a des choses qui vont plaire parce que la personne il y a une personne X dans l'entreprise Y qui va trouver que c'est bien, du coup, il va vouloir mettre ta publication en valeur. Hmm. Un autre exemple Ouais. aussi, ouais, c'est une personne, j'avais fait une publication, il y a une personne qui a relayé ma publication, et du coup, la publication a explosé aussi. Ouais. Et la personne m'a même pas dit j'ai vu ça en notification, j'ai fait machin, relayer votre publication. Et je vois sur la publication, après, quand elle a relayé, il y avait quoi, 200 likes, 100 likes, 75 commentaires. Enfin, c'est cool, ma publication, moi, elle a explosé quoi, derrière. Hmm. Et, Intéressant. Ouais. voilà, c'est plein de petites choses. Super. Il faut avoir de la stratégie, avoir un peu de chance, du réseau aussi. Il faut nouer des relations parce que c'est des gens avec qui j'ai discuté, hein, donc c'est pas anodin non plus. C'est des gens qui me suivent euh, Hmm. et qui me Bien sûr. voient. Quand tu publies sur LinkedIn aussi, quand LinkedIn te met en avant, c'est parce qu'ils voient que tu es visible aussi. Donc c'est vraiment parce que tu as une stratégie, que tu fais les choses bien, que tu es régulier, tu fais des trucs de qualité.
C'est un peu tout, parce que, mais par contre, après, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des semaines où ça va faire des bits, où ça va. C'est comme ça, on dit la persévérance, c'est important, parce qu'il y a des semaines où tu fais. C'est pourri ce que tu fais. Hein. Parce que des fois, tu Ouais. n'es pas inspiré, ou juste le contenu n'a pas plu. Inversement, il y a la bonne personne qui ne l'a pas vu, et puis ton réseau ne l'a pas vu. Des fois, c'est pas parce que les gens ne t'aiment pas. Hein. Des fois, moi, au début, je Mm. pensais, ouais, les gens n'ont pas vu, ils n'ont pas liké, c'est parce qu'ils m'aiment pas et tout, ils m'aiment plus. Ils me disent, non, on n'a pas vu, c'était pas le temps et tout ça. C'est normal. Faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre la Oui, tête, c'est c'est ça, juste. c'est exactement Moi-même, Ouais, vas-y, vas-y. c'est moi-même, je ne vais pas liker les publications de tous les gens que je suis, même si je trouve qu'elles sont géniales des fois. Mais des fois, parce que je ne les Ouais. vois pas, parce que je fais autre chose, parce que je me suis mis des horaires. Par exemple, je me connecte jamais avant 10h maintenant, et je me déconnecte à Ouais. partir de 20h. Mm. Le week-end, j'ai décidé que j'arrêtais quasiment, donc je ne suis pas connecté sur LinkedIn quasiment tout le week-end, même si pour la visiter, c'est pas bien. Je me dis, je préfère avoir mes heures où je décroche, où je suis tranquille, je fais pause sur d'autres projets, où je fais autre chose à côté, que d'être tout le temps connecté. C'est important, je pense, de faire la part des Mm. choses et d'être une balance entre sa vie Ouais. privée, son activité professionnelle, parce que des clients qui t'appellent un dimanche soir à 23h, j'ai connu et j'ai plus envie. Ouais, c'est sûr. Et c'est d'où justement l'intérêt aussi quand tu es indépendant à ton compte de Ouais. pouvoir gérer ta vie comme tu l'entends et avoir cette fameuse équilibre vie pro, vie perso Non, de comment tu peux te designer en fait ta vie sur tous les plans, quoi. C'est ça ouais, qui mais est intéressant aussi. ça c'est une discussion que j'ai eue avec une personne qui m'a dit, genre le message il est important, oui, tu réponds, le message il est pas important, tu réponds plus tard. Mm. Voilà. Ouais, non, Et c'est puis, sûr, c'est des positionnements. Ouais. Mm. et puis après, voilà, tu coupes ton téléphone et tes notifications LinkedIn à partir d'une certaine heure, comme ça, et tes trucs pro. Et Mm. puis, comme ça passe. Pour ça, je prends des canaux pro, je prends les canaux différents de mes canaux privés, comme ça, pas de problème. Je coupe les canaux privés et je suis canaux pro et privé, et je les coupe à certains moments. Quand je dois être privé, bah, c'est privé. Quand c'est pro, bah, c'est pro, et je coupe les canaux privés. Mm. Voilà, Ouais, hein, bien il sûr. faut être régulier, faut être efficace, efficient même. Si faut être efficient, faut avoir de la régularité, il faut avoir Mm. pas forcément une La routine, mais au moins concentration. la Ouais, concentration, avoir des méthodes de travail, je pense, c'est ouais. important. Mm. Pour un peu rebondir sur ce que tu disais, on a beau parfois créer du contenu, par exemple, très bien, si la bonne personne ne le voit pas, par exemple, ou si ça parle pas trop aux gens, ça marchera pas, etc. C'est vrai que l'horaire de publication, je pense, est important. Et encore une fois, en fonction de à qui tu t'adresses. Par exemple, moi, dans mon cas, je sais que bah, du coup, c'est les indépendants, les entrepreneurs. Donc, par exemple, j'ai publié assez tôt le matin. Je sais pas, globalement, ça marche moins bien quand même sur fin de journée. Mais tu peux tenter, par exemple, vers 17h, 16h, 17h, parce qu'il y a la pause plus ou moins Ouais, la pause goûter ou la pause ouais, café ou la pause que sais-je, quoi. ouais, Donc, mais tu peux tabler dessus, mais bon, à après, voir. les horaires, c'est quelque chose d'assez particulier. Les bons horaires, c'est entre 8h et 10h, ou alors entre 16h et 18h, Mm. techniquement, ou alors le Et midi entre 12h et 13h pour la pause. ouais, Après, ça dépend. Il y a un élément important, c'est déjà ta cible. À quelle heure ta cible va être connectée sur le réseau. Faut pas oublier quand même la moyenne. Bon, après, c'est la moyenne, mais ça c'est un petit peu fake. Mais c'est 17 minutes, c'est la moyenne des gens qui passent par mois sur LinkedIn. mm, C'est comme il y a 1% des gens qui créent du contenu. Donc, il faut voir que les gens, ils sont sur LinkedIn. Il y a beaucoup qui sont là juste pour du business. Ils y vont pas souvent. Ils vont 5-10 minutes, une demi-heure ouais, peut-être max. Ils vont le matin avant de se lever ou le soir en rentrant de chez eux, après le boulot. mm, Il y a certains qui vont avoir pause de midi pour se faire un break pour apprendre de la valeur. Pour prendre de la valeur aussi, parce que c'est du contenu gratuit. Il y a plein de gens qui ont envie de se former sur leur pause de midi. Faut pas l'oublier quand même. Euh, mm. c'est intéressant, c'est un canal aussi d'acquisition. Et surtout, ce qui est important, c'est quand toi, tu es disponible aussi. Parce qu'il faut être Ouais, disponible pour répondre aux commentaires dans les 2 premières heures. mm, Voilà, si c'est sûr. tu vas pas faire une publication à 8h, si à 8h tu dors. Quoi. Mm. Oui, non, ça, on est d'accord. Après, tu as les outils de programmation justement qui sont intéressants pour canaliser ton texte, le Ouais, publier, comme ça, on t'en parle plus, ça se publie, mais effectivement, tu as besoin de toi être présent pour, comme tu dis, répondre aux commentaires, etc. ça, Et aussi, je voulais, pour compléter ce que tu disais sur la publication, en fait, l'horaire aussi de publication et les comportements dépendent du réseau social. Typiquement, sur
Par exemple, Instagram, je sais que moi, ça va être beaucoup plus, quand je regarde mes statistiques de présence des abonnés, ça va être plutôt fin de journée à partir de 18h où l'audience sera la plus importante. Donc, après, à vous de voir en fonction de votre activité, du réseau où C'est vous ça. êtes et justement d'observer vos stats, encore une fois, faire des allers-retours, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, Et, c'est ça. euh, et c'est un peu la clé, quoi. Après, moi, j'ai vu la clé principale après, c'est la qualité du contenu, hein. C'est la qualité du Ouais, contenu, c'est bien ça sûr. qui va être primordial. Moi, je sais que, je prends mon exemple à moi, je publie à 16h parce que 16h, c'est là où je suis plus dispo, parce que c'est là où j'ai fini ma journée. J'ai fini tout ce que j'avais à faire, parce que le matin, soit je dors, soit je fais autre chose, parce que j'ai pas envie d'être sur LinkedIn le matin. Euh, et puis, Mm. parce que j'ai envie de faire mon sport, j'ai envie de prendre un petit déjeuner tranquille, j'ai envie de préparer ma journée, ou préparer mes interventions, ou des contenus, tout simplement. Et j'ai pas envie de publier parce que déjà, je suis pas réveillé. Ouais. Avant 10h, je suis pas réveillé. Et du coup, pour l'avoir fait plusieurs fois, je fais des erreurs, des grosses erreurs de dingue. Ça fait partie de l'anecdote que je vais raconter parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Parce que personne ne me l'a jamais fait remarquer, mais pour un client, j'avais des publications à faire. Et entre 2 jours, j'ai inversé le wording et le visuel. Ah oui, effectivement. Et C'est pas la même chose. je m'en suis rendu compte quand j'ai fait la publication d'après. La publication d'après, j'ai fait oh merde, je vais facturer un visuel. Et du coup, j'ai publié sur l'autre publication. Il m'en reste un du coup. J'en fais Mais, quoi? mais, du- mais le message était pas du tout. Enfin, le message n'était pas Ah associé au non! visuel, c'est ça, ou pas Et du du tout? coup, j'ai mis le visuel sur l'autre publication. D'accord. Eh oui. Ah ouais, non, Ah mais oui. c'est. Et Hmm. personne n'a remarqué, hein. Le client, le prestataire, personne n'a rien dit, personne n'a rien vu. Même son audience, ils n'ont rien dit du tout. Ils ont tous liké les publications, ils ont commenté, ils étaient contents. Après, la thématique restait la même, donc ça pouvait passer. C'est pour ça que je l'ai fait. Hmm. Parce que je voulais pas, il fallait un visuel pour cette publication. Donc, si je peux pas publier sans visuel, c'est sûr que ça va pas fonctionner, quoi. Hmm. Oui, c'est sûr. Euh, Ok. donc, c'est pour ça que je dis le contenu, c'est plus important, en fait, la qualité du contenu que le rien. Hmm. Et Le puis, contenu était ouais, vas-y. tu vois, le contenu était quali au final. Et du coup, les gens ont aimé, c'est passé. Ça aurait été pourri, je pense que les gens auraient remarqué, ils auraient fait des réflexions, et puis je me serais fait tirer dessus, quoi, à boulet rouge, quoi. Hmm. Ouais, et Et puis, pour... non, ça c'est clair. Mais c'est vrai que derrière cette anecdote, moi je vois aussi le côté, toi maintenant tu sais que par exemple avant 10 heures du matin, tu vois, Ouais, impossible pour toi de faire telles actions, par exemple. non, Mais ça, c'est je pense que ça. c'est aussi un enseignement hyper important quand tu es indépendant, c'est connaître un peu ces zones où vraiment tu es dans un flow, où vraiment tu as des phases où tu peux être intense dans ce que tu fais, où vraiment tu as besoin justement de relâcher, etc., etc. Mais ça vient avec la thématique en fait de ton hygiène de vie, qui est hyper important, je pense. Moi, je suis plutôt du soir, par exemple. Je suis vraiment plus productif l'après-midi, le soir. Je fais des siestes l'après-midi en général. Là, j'en ai fait une juste avant de 20 minutes. Parce que justement, pour une fois, je me suis levé hyper tôt parce que je prenais mon train. Parce que je me suis couché tôt, hyper tôt. Je me suis couché à 23h, ce qui m'arrive jamais. Et je me suis levé à 4h30. Ce qui m'arrive jamais en temps normal. Ok. C'est normalement à 4h30, c'est plutôt l'heure où je me couche en général. Je me couche plutôt vers ces heures-là, parce que je me lève vers 9h après, euh, parce que je dors très peu. Et je pense que c'est important. Moi, j'ai adopté, maintenant, je dors et je me lève. Je me dors quand je suis fatigué et je me lève quand je suis réveillé. Je pense Hmm. que c'est ça qui est vraiment important, parce que sinon, je sais que pour me forcer, des fois, après, je me suis forcé à me lever le matin justement pour faire des publications, alors que j'avais pas réussi à dormir la nuit. Euh, Parce que je me dis, il faut que je publie à 8h pour que ce soit visible, pour que tout le monde voit mon contenu. Hmm. Alors qu'en fait, non, du coup, je fais n'importe quoi, donc c'est pas bien, c'est pas visible, je suis pas dispo pour répondre aux commentaires, je suis pas d'humeur. Euh, Ouais. Y a rien qui est aligné du coup. Il n'y a rien qui est aligné, non, vaut mieux attendre d'être au top de ta forme, trouver un horaire où tu vas être assez régulièrement au top de ta forme, Ok. disponible pour faire. C'est vraiment hyper important parce que les gens vont voir si c'est bon. C'est bon. C'est sûr, si tu publies à 2h du matin, c'est compliqué. Oui, non, mais Et bien si tu sûr. publies à des heures raisonnables où les gens sont réveillés, les gens vont voir ta publication. Si c'est contenu quali, si tu es régulier, si tu as appliqué les stratégies qu'on a dit précédemment, c'est
individuellement, ça va payer, sûr. Bon, bah écoute, super. Merci beaucoup pour ces réponses. C'est top. Je pense que Bah, avec ça a dû en plaisir. inspirer plus d'une. N'hésitez pas, parce que du coup, la vidéo en replay va être publiée sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, quels sont les enseignements que vous avez pu tirer de ce live-là. Et puis, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre création et votre rédaction de contenu. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. On va prendre, alors il y a deux questions de Jérémy avant de terminer, parce qu'on est sur la fin de l'épisode. Alors, Jérémy qui nous demandait, est-ce que justement tu utilises une stratégie de inbound marketing? Ah Donc, bah il y clairement, a, comme j'ai dit au ouais, début, tiens un peu. je sais Hmm. pas si tu as fini la question. Ouais. Oui, oui, c'était ça. Ouais, Ok, ouais. ok. Ouais, bah clairement, moi, je fais une boune marketing. Pour te dire, je suis 90% des bounes marketing quasiment. Donc voilà, sur stratégie de contenu, pour te faire un plan général, je publie, comme j'ai dit, 2 à 3 fois par semaine sur LinkedIn. J'envoie ma newsletter une fois par semaine. Je publie quasiment tous les jours du contenu sur Twitter. Instagram, je fais une story j'essaie de faire une story par jour. C'est pas facile, mais j'essaie de faire une story par jour sur Instagram. Facebook, j'ai un peu abandonné. Je m'étais lancé un petit défi un petit peu bête, faire une publication par jour sur Facebook. J'ai abandonné suite à pas mal de raisons. J'ai fait un bad buzz et ça m'a drainé énormément d'énergie. J'ai eu 50 commentaires négatifs parce que les gens n'ont pas compris la publication. D'accord. Mais bon, ce qui est marrant, en parallèle, j'ai des gens qui m'envoient des messages, ils me font mais ta publication elle est géniale et tout. Les commentaires négatifs, je comprends pas, ils ont juste pas compris ce que tu as écrit. J'ai fait oui, j'étais un petit peu. Mais bon, c'était une publication un peu clivant, donc je m'y attendais un peu. Mais Ok. puis du coup, ça me génère pas d'activité, ça me génère pas énormément de résultats Facebook. Du coup, j'abandonne, je publie un peu de temps en temps les infos importantes de mon activité parce que, comme on dit, il y a 90% des gens qui te suivent, qui sont invisibles, qui vont pas commenter ni liker, mais qui aiment ce que tu fais, ils vont juste regarder par curiosité. Et des gens qui m'envoient des messages pour venir me demander de continuer à publier sur Facebook. Parce qu'ils sont pas D'accord. sur LinkedIn et que c'est là où je publie quand même les choses importantes et la plupart du contenu à valeur ajoutée. Donc je continue à en mettre un petit peu sur Facebook de temps en temps, des trucs importants. Comme là par exemple le rendez-vous pour aujourd'hui Ouais. ou les actualités de mon contenu que je mets. Ok. Et j'ai vu que tu avais une newsletter, moi aussi. Est-ce que ça, c'est un canal, Ouais, c'est un on va très dire, très bon canal. marketing? Ouais, pour moi, il y a plusieurs canaux qui sont vraiment forts. Je vais faire un petit récapitulatif. Pour moi, les canaux d'acquisition en organique, donc en non payant, qui sont vraiment très très forts en ce moment, c'est LinkedIn et Pinterest. C'est les deux qui permettent D'accord. d'avoir énormément de visibilité. C'est les deux où moi j'ai le plus de visibilité, personnellement, pour attester beaucoup. Il y a Twitter, mais Twitter c'est un peu plus compliqué, avoir de la visibilité, même si c'est très puissant. Mais je pense que LinkedIn et Twitter sont vraiment bons. Après, chose pour vraiment avoir une audience qualifiée, pour avoir des gens qui t'aiment bien, pas qui t'aiment bien, mais qui ont envie de te suivre, et qui veulent être, comme on dit, les gens qui vont suivre ton activité et qui vont être tes clients, la newsletter c'est hyper important. Si j'ai un conseil à donner, c'est faites une newsletter. Faites une newsletter. C'est hyper important, hyper puissant. Et un podcast. Parce que je suis en train de travailler justement dessus, podcast, parce que c'est deux canaux où en fait on est directement dans l'intimité des personnes. Tu arrives tous les matins, ou toutes les semaines, toutes les 2 semaines dans la boîte mail de la personne. Le podcast est directement dans l'oreille de la personne. Donc tu es vraiment une relation de proximité avec la personne. Et podcast, pourquoi? Parce que le podcast, tu peux en écouter partout, quand tu fais ta cuisine, quand tu fais ton ménage, quand tu es en train de faire ton sport, Hmm. quand tu es chez toi, dans ton salon, dans ton canapé, dans ton lit, tu peux écouter un podcast. Et la Ouais, newsletter, tu peux être parce en que multitâche, quoi. Hmm. c'est indémodable, tout le monde a une boîte mail, Ouais, donc tu peux toucher tout le monde. C'est le seul canal où tu peux toucher tout le monde, absolument tout le monde. ok, super. Une autre question de Jérémy, du coup, Pinterest pour un créateur rédacteur de contenu, point d'interrogation. Est-ce que Jérémy, tu veux détailler peut-être un peu ou est-ce que, je sais pas, est-ce que Romain, Oui, oui, c'est bien sûr, assez je peux clair pour détailler. toi? Je me disais juste que bah, je vois très bien l'intérêt, tu en as très bien parlé, Romain, pour un graphiste ou un artiste ou quelque chose de très visuel. Par contre, par rapport à toi, ton domaine et ton secteur, comment Enfin, je suis pas du tout allé voir en fait ce que tu postes sur Pinterest, donc j'ai aucune Ah, idée. alors, il Mais faut pas les justement, je suis voir. curieux. Il faut pas les D'accord. voir parce que le compte est encore en test. En fait, pour dire, D'accord. on m'a parlé de Pinterest, que c'était hyper puissant. Alors je me suis dit, je vais publier n'importe quoi.
dessus, mais vraiment n'importe quoi. Je vais faire un petit peu tout et n'importe quoi, juste pour tester, enfin n'importe quoi. J'ai fait plus ou moins n'importe quoi. J'ai pas fait de trucs quali. J'ai juste mis des images, tu vois, d'une même thématique. J'ai pris une seule thématique et j'ai pris des images que de cette thématique-là, juste pour voir ce que ça allait donner. Ok. Et les résultats, ça fait 0 visite, comme j'ai dit. Le mois d'après, j'étais à 1500. Le mois d'après, j'étais à 2200. Et là, je crois que je suis à plus de 3000. D'accord. 3000 par mois. Sachant que tu publies de l'image, du visuel, mais tu as forcément aussi du contenu. Enfin, alors là, d'écrit. pour l'instant, j'avais publié quelques contenus en fait, vite fait au début. Ouais. Au tout début, j'avais je pense une quinzaine d'images où j'avais fait du contenu vraiment un peu quali, où j'avais épinglé par exemple mes articles ou des choses comme ça. Et après, j'ai mis juste des images, sans rien. Sans texte. Sans texte, ça me génère 0 trafic sur mon site, quasiment, parce que du coup, moi, j'ai pas fait de tunnel de vente ou de tunnel d'acquisition en fait. J'en revois rien, j'ai juste mis l'image. C'est juste pour un test pour voir est-ce que ça générait du trafic en fait. Est-ce que c'était intéressant d'utiliser ce canal-là? Et du coup, la réponse est oui, clairement. Et la deuxième réponse dans mon domaine à moi, rédacteur web, je me suis posé la question justement, c'est pour ça que je me dis, je l'avais mis un peu de côté Pinterest, parce que je me dis ok, parce que c'est du visuel et tout, ça va pas me générer de trafic. J'ai discuté avec une amie qui est rédactrice web, et elle m'a dit qu'elle faisait quasiment 5000 visites par mois en faisant des trucs de rédaction web. Et que maintenant, elle délaissait un peu LinkedIn, parce elle était passée le mois dernier à 75% de son trafic client via Pinterest. D'accord. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper puissant, parce que faire 5000 visites par mois, je trouve que c'est énorme. C'est vraiment énorme. Pour moi, c'est des chiffres qui sont énormes, parce que 5000 visites, tu as 5000 clients potentiels, c'est quand même beaucoup. Et du coup, sa stratégie, c'est quoi? C'est de la citation, en fait, qui est Non, aussi pas visuelle? forcément Même pas? la citation, ça c'est pas mal, la citation sur Instagram, sur Twitter. Tu peux en faire un petit peu sur Pinterest, mais apporter de la valeur sur des thématiques, en fait, faire des tableaux. Je sais pas si tu connais un petit peu le principe de Pinterest, faire des tableaux en fait par Ouais. thématique. Donc par exemple, tu vas faire un tableau sur rédaction web. Donc là, tu vas donner des conseils en rédaction. Tu vas D'accord. faire un tableau, je sais pas, sur le storytelling. C'est quoi le storytelling? T'expliques que c'est, parce que j'en connais pas. Un autre tableau sur le copywriting, peut-être. Qu'est-ce que c'est? Un autre tableau sur l'aspect freelance. Qu'est-ce que c'est d'un freelance? Pourquoi être un freelance? Quels avantages? Comment être un freelance? Quels conseils tu donnes? Et puis après, tu envoies des liens en fait, vers peut-être un article de blog que tu as écrit. Quand tu es rédacteur web, c'est ce que tu fais en général, parce que tu as écrit un article sur le sujet. Extrait, tu tires en fait des phrases importantes de tes articles aussi, et tu les mets en valeur. Pour donner en fait envie à la personne d'aller lire ton article. Et du coup, il va voir ton article il est quali, du coup, il va dire, oh, c'est cool, c'est un bon rédacteur. C'est plein de D'accord. petits trucs, avoir une stratégie, comme pour tout, il faut avoir une stratégie. C'est hyper cool, moi je suis en train d'y réfléchir beaucoup, j'ai pas encore eu le temps malheureusement de me mettre à fond dessus. Mais je sais très bien ce que je vais faire avec mon Pinterest. J'aimerais bien le faire avant le mois prochain, avant la fin du mois prochain, pas celui-ci, celui d'après, parce que je trouve que c'est hyper puissant. Surtout sur l'été, les gens vont aller sur Pinterest. En plus, c'est un média qui est de plus en plus utilisé. Ok, super. Merci. De rien. Merci beaucoup. Du coup, on va en arrêter là. Merci beaucoup, Romain, pour ta présence Merci à toi. et merci aux participants. Est-ce que tu aurais, avant de partir, une actu, un projet que tu aimerais mettre en avant, dont tu aimerais nous parler? Un projet, j'en ai 3 actuellement, 3 gros projets. Mais il y a mon podcast, Ok. du coup, je suis trop content parce que je vais tourner le premier épisode cette semaine. Donc je suis hyper content parce que ça allait beaucoup Ok. plus vite grâce aux gens qui me suivent que ce que je pensais, qui m'ont donné énormément de conseils, qui m'ont recommandé des personnes à inviter, qui sont même présentées pour inviter. Donc je suis hyper content que ce projet aboutisse. C'est quoi la thématique du Alors la podcast? thématique du podcast, ça dit histoire et environnement en fait. Pour faire simple, c'est un podcast où je prends un personnage historique, j'explique un concept qu'il a mis en place à son époque. Et après, en fait, je fais venir un intervenant qui va nous expliquer comment nous, on peut le mettre dans la vie de tous les jours, comment on peut le mettre en place à notre époque, en fait, pour construire le monde de demain, donc un monde plus durable. Voilà. Donc, je fais le Super. parallèle. Donc, je fais le parallèle entre histoire et environnement qui sont ma passion et l'autre, mon engagement. Ok. Est-ce que tu aurais le lien vers ton podcast pour qu'on puisse le Alors, il mettre n'est là pas dans la pas conversation? encore sorti. Alors, je pourrais envoyer juste par Ah, email. d'accord. Pour l'instant, j'ai fait 2 posts LinkedIn dessus. J'ai mis un intro,
podcast d'intro est disponible. Il s'appelle Le Flou de l'Histoire. Je ne sais plus si je l'ai mis sur Apple Podcast, mais c'est Le Flou de l'Histoire, il s'appelle. Si on va sur mon profil LinkedIn, on va le retrouver. Mais sinon, il faut Ok, aller et sur ma puis, newsletter. C'est là où je donne les infos de l'avancement du podcast, qui sort d'ailleurs demain matin à 8h. Il y aura des d'accord. avancements dessus. Et du coup, pareil, on peut s'inscrire à ta newsletter. Je crois que j'ai vu via ton profil Ouais, LinkedIn. sur mon profil LinkedIn, c'est le premier lien en gros, quand tu arrives sur les liens épinglés. Ok, Il super. faut l'être. Voilà. Super. Ben, je rajouterai de toute façon tous les liens en description de la vidéo YouTube. Ouais, Comme ça, les gens pourront y accéder directement. Donc, top, top. top, top. Et ben, j'en profite aussi pour vous partager une actu de mon côté. Donc, j'organise un atelier qui s'appelle l'atelier Défi d'entrepreneur lundi 29 juin, là, qui arrive, de 19h30 à 21h. Donc, on va être à peu près dans les mêmes horaires, un peu en soirée comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, par exemple, transformer votre défi, votre objectif en tant que ben, jeune créateur d'entreprise éthique en opportunité d'évolution. Et pour faire ça, on va justement aborder les différentes thématiques. Et justement, grâce à ces questions auxquelles vous allez répondre, vous allez pouvoir ben, repartir avec vraiment des choses actionnables tout de suite et des actions surtout concrètes par rapport à votre projet, que ce soit pour définir les valeurs de votre projet, votre positionnement, voilà, les croyances limitantes dont certaines vous empêchent de passer à l'action. Donc, ça peut avoir plein d'applications. Donc, toutes les infos sont sur mon site web. Donc, je mettrai les liens pareil en description de la vidéo. Vous les aurez. Et puis voilà. Ben, c'était super, cette heure en votre compagnie. On a un peu débordé, mais c'était pour la bonne cause. C'est Pour toujours le sympa cause, quand on partage les énergies et les bonnes idées. C'est c'est chouette. ça. Bon, bah écoutez, bonne soirée à tous et puis à une prochaine fois du coup. Et d'ici là, bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas C'est ça, quand merci à vous toi aurez la aussi. vidéo. Bonne soirée à vous. À bientôt, au revoir.